Alors, aujourd'hui, on commence par une devinette. Quel est le point commun entre les fonctions en arithmétique et les variants du Covid? Bon, c'est facile. Les lettres grecques. Les fonctions en arithmétique vont porter des noms, toujours des lettres grecques. C'est la tradition, hein. Vous allez avoir delta, une espèce de Dirac, donc c'est phi, l'indicatrice de l'air, mu de Möbius, zeta de Riemann, sigma, la somme des diviseurs de n, etc., etc. À chaque fois, on donne bon, une lettre grecque, à part la seule lettre grecque, peut-être, c'est Omicron, qu'on donnera jamais, parce qu'Omicron, ça sonne pas bien. Puis, quitte à écrire un O, autant écrire un O latin, quoi. Et maintenant, chez les variants, eh ben, il y a aussi des lettres grecques, alpha, bêta, gamma, delta. Et il y a Omicron, par contre. Par contre, il y aura, à mon avis, jamais Xi, hein, pour ne pas vexer Monsieur Jinping. Ce que je propose aujourd'hui, c'est de regarder, de faire un survol, hein, des fonctions en arithmétique, voir comment les fonctions en arithmétique débarquent dans les différentes théories mathématiques, comment l'arithmétique elle-même débarque, hein, comment elle débarque dans la théorie des groupes, comment elle débarque dans la théorie des corps, etc., etc. Alors, commençons bien sûr par celle qui est probablement la plus omniprésente à l'agrégation, que ce soit interne ou externe de mathématiques, c'est l'indicatrice de l'air, phi. On appellera En l'ensemble des entiers de 1 à n, n c'est un entier strictement positif, et on va appeler phi de n l'ensemble des a de En qui sont premiers avec n, on regarde son cardinal. Eh bien, déjà, ce qui est important, c'est toujours, quand on a des nombres, comprendre d'où ils viennent. Hein. Est-ce qu'ils viennent d'un cardinal d'un ensemble? Et si c'est un ensemble, est-ce que c'est un groupe? Est-ce que c'est l'ordre d'un groupe? Est-ce que c'est l'ordre d'un élément? C'est-à-dire l'ensemble des solutions d'une... Voilà. Hein, donc ça, c'est important parce que, en fait, on s'intéresse aux nombres. Évidemment, c'est affectif, les nombres. Si on fait des mathématiques, c'est parce qu'on a commencé par là. Mais si on dit des choses passionnantes sur les nombres, c'est parce qu'ils sont les représentants de certains objets, hein, qui vivent dans la théorie des groupes, dans la théorie des représentations, dans la théorie des polynômes, dans la théorie des corps, etc., etc. Donc ici, par exemple, on commence déjà par s'intéresser à cet ensemble. Et cet ensemble, on peut le préciser, lui donner une structure. Phi de n, c'est le cardinal, maintenant c'est l'ordre, vous voyez, il est monté en grade, c'est de z sur nz étoile, le groupe multiplicatif des unités, des inversibles si vous préférez, de l'anneau z sur nz. Voilà. Alors, maintenant, une formule de récurrence. On va essayer, hein, dans la mesure du possible, quand on a une fonction arithmétique, d'en avoir une formule explicite, mais aussi une formule de récurrence. La première chose, c'est la formule de récurrence, c'est somme pour d divise n, d, évidemment, ce sera un entier naturel, des phi de d, eh bien, cette somme est égale à n. Alors, vous vérifiez que cette formule est bien une formule de récurrence, elle vous permet de calculer tous les phi de n, hein, par récurrence sur la divisibilité, hein, dès que vous avez par une récurrence forte, comme on dit. Alors d'où vient cette formule? Eh bien, elle vient justement, c'est là où c'est intéressant, elle vient de là, elle vient de la théorie des groupes. C'est-à-dire que ici, on cherche les unités, c'est-à-dire les éléments d'ordre n. Dans z sur nz, le groupe additif, hein, cette fois-ci, eh bien, on sait que le groupe, un groupe en général fini, il se décompose en réunion disjointe d'éléments d'ordre D, avec D divise l'ordre du groupe. Ça, c'est Lagrange. Donc, vous voyez déjà comment l'arithmétique débarque. Ben, chez les groupes, elle débarque avec Lagrange. Voilà. Et Z sur NZ, eh bien, il possède exactement phi de D, élément d'ordre D.
chaque fois que D divise N. Sinon, évidemment, il n'en possède pas à cause de Lagrange. Donc, quand on va décomposer Z sur NZ en réunion disjointe d'éléments d'ordre D, ça va nous donner exactement cette formule. Donc je vous rappelle qu'il y a une espèce de réciproque de Lagrange dans les groupes cycliques qui dit que un sous-groupe d'un groupe cyclique, il est cyclique et il est unique, uniquement déterminé, caractérisé par son cardinal qui, lui, divise D. Voilà, donc ici, ce théorème nous donne exactement cette formule, qui est une formule de récurrence. Mais on aimerait avoir une formule plus explicite, c'est-à-dire phi de n égale ta ta ta. Alors, regardons une façon d'obtenir une formule explicite grâce à ce qu'on appelle la formule du crible. Effectivement, je vais appeler P indice n l'ensemble de cardinal M, P1 jusqu'à Pm, des éléments premiers, des nombres premiers positifs, qui divisent n. Voilà. Et je vais appeler A indice S l'ensemble des petits a dans En, celui-ci, qui divise tel que S divise A. Donc le cardinal de AS, c'est en fait la partie entière de n sur S, mais si S divise n, c'est tout simplement n sur S. Maintenant, phi de n, comment on peut exprimer ceci? Ce sont les éléments qui ne sont pas divisibles par, s'ils sont premiers avec n, ça veut dire qu'à chaque fois, c'est équivalent à dire qu'à chaque fois qu'un nombre premier divise n, alors il ne divise pas A. Voilà. Donc c'est l'intersection des complémentaires dans En de A indice P. Donc c'est ça que je veux dire, ne divise pas petit a, d'accord, pour tous les P dans Pn. Voilà. Ça c'est clair, c'est lumineux. Et là, du coup, c'est le complémentaire de la réunion de ça. Et donc c'est n, donc c'est le cardinal de En, donc n moins le cardinal de la réunion, puisque c'est le complémentaire de la réunion. Donc ça, jusque-là, je pense que c'est clair pour tout le monde. Et c'est là maintenant qu'on va attaquer la formule du crible. C'est-à-dire que c'est la somme. Alors attention, la formule du crible commence par k égale 1 jusqu'à m des moins 1 puissance k plus 1 sigma pour les I1, donc tous les KUplés en quelque sorte qu'on peut créer dans Pn, on regarde l'intersection des AP pour les KUplés choisis. Voilà, et on fait la somme de ça. Donc ça, cette formule qui donne de là vers là, juste ça, eh bien c'est la formule qui généralise le fait que le cardinal de A union B, c'est le cardinal de A plus le cardinal de B moins le cardinal de A inter B, et que si on prenait A union B union C, il faudrait faire la somme des cardinaux A, B, C, ensuite on enlèverait A inter B, A inter C, B inter C, et ensuite on ajouterait A inter B inter C, ce qui est exprimé par ce moins 1 puissance K plus 1. Donc là maintenant, c'est là que l'arithmétique entre en scène. L'intersection des API, ça veut dire que PI divise petit a, quel que soit I de 1 à K. Et oui, mais comme ce sont des premiers distincts, ils sont 2 à 2 premiers entre eux, donc ça fait que le produit divise. Et c'est ainsi et seulement si, ce qui fait que cette intersection-là, si vous voulez, c'est tout simplement A indice P1 jusqu'à PK. Voilà, cette intersection. Ça, c'est de l'arithmétique, c'est du PPCM, si on veut. Alors, ce qui nous fait que, eh bien, le cardinal, comme tous les pays sont distincts et divisent n, le produit, il divise n aussi, et donc on peut appliquer cette formule du cardinal, et ça va nous faire n moins, donc toujours ce sigma de k égale 1 à m, de moins 1 puissance k plus 1, et là on a une somme de n sur P1 jusqu'à PK, parce que c'est le cardinal de ce truc-là, d'après cette formule. Voilà, bon, maintenant,
on fait un petit arrangement avec cette formule, c'est-à-dire on écrit somme de k égale 0, c'est-à-dire que le moins avec le moins, ça va faire moins 1 puissance k. Et là, on va pouvoir ici regarder pour k égale 0, c'est-à-dire que si k égale 0, on fait comme si on avait l'ensemble vide, et le produit des éléments sur l'ensemble vide est égal à 1, donc ça fait qu'on récupère le n ici. Bon, c'est juste une petite coquetterie ici, mais pas tout à fait, parce que là, maintenant, regardez, je vais pouvoir regarder les produits des pays comme des diviseurs de n. Mais vous allez me dire, oui, mais tous les diviseurs ne sont pas sous cette forme-là. Donc je vais avoir 1 qui va être un diviseur de n, puisque ce sera pour k égale 0. Les produits des pays qui sont des diviseurs de n. Et il va y avoir aussi des diviseurs qui possèdent des multiplicités. Ici, on a tous les diviseurs de n sans multiplicité dans la décomposition en nombre premier. Mais on va rajouter maintenant tous les diviseurs en mettant une fonction qui débarque, qui naît finalement de la formule du crible, ici, hein, ce n'est pas sa seule façon de naître, mais c'est une des façons, et qui s'appelle la fonction mu de Möbius. Voilà, on va en dire un peu plus. Alors voilà, on va conclure sur ces formules explicites. Alors j'ai laissé ici la formule du bas, d'abord parce que j'avais une typo, c'était pas P1 jusqu'à PK, c'était PI1 jusqu'à PIK, je pense que vous l'aviez corrigé de vous-même. Ensuite, parce qu'il serait dommage de parler de la fonction mu sans avoir parlé auparavant de cette formule explicite qu'on obtient à partir de là, c'est-à-dire phi de n, regardez, vous mettez un facteur n, et la somme que vous allez reconnaître, ben, c'est le produit des 1 moins 1 sur pj, d'accord? C'est le développement, pour j allant de 1 à m, c'est le développement de ça. Donc déjà, on a cette formule qui est explicite, qui est intéressante. Donc cette méthode, vous pouvez la trouver dans le carnet de voyage en algébrie, entre parenthèses, pour obtenir ça. Mais maintenant, je vais plutôt m'intéresser, dans le cadre des fonctions arithmétiques, en la fonction mu. Hein. Alors, ici, on a phi de n égale somme pour d divisé n de mu de d n fois n sur d. Voilà. On a récupéré non seulement une formule explicite, mais une nouvelle fonction. Donc, regardez mu, comment elle est définie. Ben, mu de m est égal à 1 si m égale 1, hein, puisqu'on avait exactement, pour k égale 0, on avait dit qu'on avait 1 ici, et k égale 0 correspond ici au diviseur 1, le produit sur l'ensemble vide, c'est 1. Donc là, on a 1. Ensuite, on va avoir moins 1 puissance k dès que m est de la forme P1 fois PK, avec les pays premiers 2 à 2 distincts, et 0 sinon. Voilà, hein, on avait dit que bon, dès qu'il y avait une multiplicité, ben, comme ça ne fait pas partie de la formule, eh bien, on met 0. Donc vous voyez que la fonction de Möbius, on peut la faire provenir de la formule du crible. Hein, voilà. Il se trouve, là c'est peut-être le moment d'en parler, que phi et mu sont des fonctions qui intéressent particulièrement les arithméticiens parce qu'elles sont multiplicatives. Alors qu'est-ce qu'on appelle multiplicatif? Ça ne veut pas dire fnm égale fn fois fn, c'est cette même formule si n et m sont premiers entre eux. Parce que s'ils ne sont pas premiers entre eux, vous voyez que ce n'est pas multiplicatif. Alors pourquoi phi est multiplicative? Eh bien, on peut peut-être le tirer de ça. D'accord? Bon, ça fait une formule, et puis on le tire de ça, parce que, si vous voulez, ici vous avez n, donc vous avez déjà une fonction qui est fortement multiplicative, hein, d'accord? Et ici, vous avez une fonction qui est multiplicative, au sens arithmétique, puisque deux éléments premiers entre eux n'ont pas de nombre premier diviseur en commun. Donc c'est facile de voir que phi est arithmétique ici. Mais le mieux, c'est quand même de le voir à partir du lemme chinois. Toujours pareil, ces nombres
ce sont des ombres, hein, d'accord? Donc, c'est les ombres de quoi? Phi de n, phi de nm, c'est l'ombre de z sur mz étoile, d'accord? Et il se trouve que par le lemme chinois, comme les anneaux z sur nmz et z sur nz croix z sur mz sont isomorphes, et ben leurs inversibles sont isomorphes. Donc on a ceci, et quand on prend le cardinal, on a exactement la multiplicativité. Hein. Je rappelle que le lemme chinois, justement, demande que n et m soient premiers entre eux. Donc voilà pourquoi la raison profonde pour laquelle, probablement la raison la plus profonde, c'est le lemme chinois, pour lequel phi est multiplicatif, plus profonde que cette formule-là. Alors on peut voir aussi que mu est multiplicatif. Bon, on peut le voir par sa définition. C'est pas très profond de le voir comme ça, mais regardez, hein, prenez mu de nm et regardez cas par cas, et vous allez voir que si n et m sont premiers entre eux, alors mu de nm est égal à mu de n fois mu de m. C'est vraiment pas difficile, mais c'est pas la façon la plus profonde de le voir. Pour le voir comme il faut, on va introduire un objet qui va être récurrent dans tous les sens du terme, qui va être la convolution, hein, des fonctions en arithmétique. Et vous allez voir que ça va donner une seconde naissance à la fonction mu, probablement plus profonde que celle-ci. Alors voilà, maintenant on va regarder ces choses-là d'une autre manière. Reprenons la formule de récurrence, la formule qui caractérise, disons, l'équation caractéristique, on va dire, de phi, somme de d divise n de phi de d égale n, et la formule explicite que l'on a trouvée, phi de n égale somme de d divise n de mu de d, n fois n sur d. Alors, on va mettre de la structure là-dessus, ça va être, vous allez voir, c'est une toute petite structure, mais c'est une opération qu'on va appeler la convolution. Vous allez voir, c'est la convolution de deux fonctions de n étoiles dans C. Alors, on peut remplacer C par un anneau, ce sera bien de le remplacer par un anneau quand ce sera utile. Bon, pour l'instant, on peut imaginer que ce sont des fonctions qui vont dans C. Mais vous voyez que on a besoin uniquement de l'addition et de la multiplication, donc un anneau, ça suffit largement. Donc c'est f étoile g, ce qui va être une fonction encore de n étoile dans C, qui a n associe la somme de d divise n de f de d, g de n sur d. Vous voyez, ça ressemble beaucoup à ce qui est ici, et ça ne nécessite que des sommes et des produits, donc on peut prendre des fonctions dans un anneau. Bon, alors la proposition importante, c'est que sur l'ensemble de ces fonctions, vous avez vu qu'on enlève 0, évidemment, hein, parce que là, 0, il serait comme un chien dans un jeu de quilles. Hein. Alors, la convolution étoile est commutative, associative, et son neutre, c'est delta 1, donc le Dirac, qui vaut 1 sur 1 et 0 pour tous les autres. Voilà. Bon, alors c'est vraiment très facile, hein, ça. La commutativité, l'associativité. Bon, vous remarquerez ici que f étoile g peut s'écrire de n, hein, ça peut s'écrire somme pour dd' égale n de f de d, g de d'. Voilà. Bon, donc à partir de là, vous voyez que la commutativité, vous pouvez parfaitement remplacer dd' par d'd, voilà. Donc l'associativité, c'est quand vous allez avoir f étoile g étoile h, ce sera somme de d' d secondes égale n, de f de d, g de d', h de d secondes. Donc vous voyez bien que comme la multiplication ici est associative, on va avoir, ça va propager l'associativité dans la convolution. Voilà. Et puis, delta 1, c'est son neutre. Oui, parce que quand vous allez prendre delta 1 ici, delta 1, vous allez avoir un 1 uniquement pour d égale 1, donc pour d' égale n. Donc vous allez tomber sur g de n plus des termes nuls, donc vous allez tomber sur la fonction g. Voilà. Juste un petit détail, une proposition, si f, puisqu'on parlait de fonctions multiplicatives, donc si f et g sont multiplicatives, alors f étoile g l'est aussi. Alors multiplicative au sens arithmétique. Hein. Bon, ça vient du fait que si n et m sont premiers entre eux, alors bon, on va avoir une bijection
hein, entre dn, l'ensemble des diviseurs de n, croix les diviseurs de m, l'ensemble des diviseurs de m, et dnm, l'ensemble des diviseurs de nm, par la multiplication. Vous avez une bijection. Si vous avez un diviseur ici et un diviseur ici, vous les multipliez, ça vous fait un diviseur de nm ici. Et réciproquement, vous pouvez, donc c'est une bijection, c'est injectif et surjectif. Donc ici, quand vous allez écrire la formule f étoile g de nm, et vous voulez montrer que c'est f étoile g de n fois f étoile g de m, quand n et m sont premiers entre eux, eh bien, vous faites un changement de variable grâce à cette bijection-là. Voilà. Alors maintenant, je veux revenir là-dessus. On va partir de 1, la fonction constante égale toujours à 1. Bon. Alors elle, vraiment, elle est facile. Hein. Eh bien, ce qu'on a dit ici, c'est que 1 étoile phi égale id. Hein, vous voyez que ici, c'est comme si j'appliquais la fonction 1 à n sur d. Et ici, c'est identité de n. Donc là, c'est ça. Et ce que je dis ici, donc tout se dit hein, avec des convolutions, hein, souvent en arithmétique, ben c'est que phi est égal à mu étoile id. Vous voyez? Alors, comment on est passé de l'un à l'autre? Eh bien, en fait, vous voyez que ça veut dire que mu est l'inverse. Bon, ça peut être interprété en disant que mu est l'inverse de la fonction 1 pour étoile. Ici, on n'a pas un groupe, c'est-à-dire qu'on a juste un monoïde, on a un élément neutre, commutativité, associativité, mais on n'a pas inversibilité. Mais 1 est inversible, et il se trouve que son inverse, c'est mu. Qu'est-ce que ça veut dire, son inverse, c'est mu? Ça veut dire que 1 étoile mu, qui est égal à mu étoile 1 par commutativité, c'est delta 1, le nôtre. Oui, c'est-à-dire que somme de d divise n de mu de d est égale à delta 1 de n. Ça veut dire que cette somme-là, et ça peut être aussi son équation caractéristique, son équation de récurrence qui définit mu, eh bien c'est égal à 1 pour n égale 1 et 0 sinon. Remarquez donc hein, qu'on aurait pu, et ce serait plus joli quand même, définir mu par cette égalité. Alors, puisqu'on l'a défini par l'autre égalité, on va montrer que c'est la même chose, parce que mu de d est toujours égal à 0, sauf s'il n'y a pas de multiplicité. Et s'il n'y a pas de multiplicité, ça fait moins 1 puissance k, même pour k égale 0, c'est-à-dire quand n égale 1, d égale 1. Donc ça revient à dire que la somme de k égale 0 à m, de moins 1 puissance k, on va regarder, alors, m, c'est le cardinal de l'ensemble des premiers qui divisent n, d'accord? Et donc, on va avoir des nombres non nuls que si on est sous la forme P1, PK, ou carrément 1, d'accord? Ce qui correspond à k égale 0. Et là, on aura moins 1 puissance k, et des diviseurs de cette forme, il y en a k parmi m, d'accord? Donc là, on reconnaît par le binôme de Newton 1 moins 1 puissance m, c'est-à-dire 0. Voilà. 0 si m est non nul. Et 1 si m est nul, évidemment. Voilà, donc ici, ça nous donne cette formule-là, c'est-à-dire que mu, c'est l'inverse de 1 pour la convolution. Là maintenant, on va introduire d'autres fonctions arithmétiques sous l'œil de la convolution et on va voir le rôle de mu et de phi dans les différentes portions des mathématiques. On va maintenant raconter les exploits de la fonction mu de Möbius. D'abord, ce qui lui permet de s'exprimer, c'est deux choses. La convolution. La convolution, c'est naturel. Hein, on l'utilise depuis notre plus petite enfance. D'abord, le produit de Cauchy, c'est une convolution. Bon, pour l'addition au lieu de la multiplication, mais c'est une convolution quand même. Donc, le produit de deux polynômes, ça demande la convolution. Et maintenant, si la variable x du polynôme, vous l'évaluez en 10,
vous voyez que la multiplication à plusieurs chiffres, bien sûr en système de base 10, eh ben, c'est une convolution. Donc ce qu'on fait au CM1, c'est de la convolution. Bon. Donc la convolution qui est quelque chose de très naturel, et en arithmétique, ça arrive très très facilement. Et la fonction 1. Alors la fonction constante égale à 1, en mathématiques, plus on évolue dans la recherche en algèbre, avec les faisceaux, la théorie des faisceaux, etc., plus on est en admiration devant cette fonction et de tout ce qu'elle peut faire. Eh bien, la fonction égale à 1, constante égale à 1, et la convolution, eh bien, donne naissance à la fonction mu, qui est juste son inverse pour la convolution. Un inverse qui n'est pas garanti, hein, parce que la convolution, autant c'est intègre, autant tout élément n'est pas inversé. Alors, donc vous avez phi étoile 1 qui est égal à id, donc phi qui est égal à id étoile mu, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais, regardez par exemple, si vous faites delta, vous appelez delta la fonction 1 étoile 1. Vous vérifiez que c'est la fonction qui à n associe son nombre de diviseurs. Hein. Eh bien, vous allez avoir que delta étoile mu égale 1, hein, par inversibilité, donc ça vous fait déjà une jolie formule. Si vous prenez sigma égale id étoile 1, donc vous voyez que sigma de n, c'est la somme des diviseurs de n, hein, puisque c'est l'identité ici, donc ça va faire somme pour d divise n de identité de d étoile 1 à n sur d. Donc ça fait juste la somme de d pour d divise n. Eh bien, vous allez avoir que sigma étoile mu égale id. Et en plus, vous remarquez, c'est pas tout à fait évident au départ, que comme on a convolé une application qui est clairement multiplicative et une autre qui est aussi clairement multiplicative, bah, sigma est multiplicative. Dans le sens que quand on prend deux éléments premiers entre eux, alors sigma de nm est égal à sigma de n, sigma de m. Ce qui n'était pas évident a priori pour la somme des diviseurs de n, mais ça fait un joli exercice. Donc regardez qu'avec ça et ça, vous pouvez montrer que phi est égal à sigma étoile mu au carré pour la convolution. D'ailleurs, c'est intéressant de regarder les puissances de mu. Vous allez voir arriver des nombres binomiaux avec des changements de signe. Donc pour avoir les puissances de mu, il suffit de les connaître, évidemment, puisque c'est une fonction multiplicative et que donc toutes les puissances de mu vont être des fonctions multiplicatives, il suffit de les connaître sur les puissances de p. Voilà. Et ça, c'est assez sympa à regarder quand on a le temps, un dimanche où il fait froid. Maintenant, on a vu donc, cette formule. Eh bien, cette formule nous dit explicitement que phi de n est égal à la somme pour d divise n de phi de d mu de n sur d. Bon, eh bien, regardez, vous avez un avatar polynomial de cette formule-là. Vous regardez xn-1 égale le produit des polynômes cyclotomiques, qui est là juste pour exprimer que les racines énièmes de l'unité se subdivisent en racines d'ordre d, c'est-à-dire en racines d'éièmes de l'unité, mais primitives d'éièmes de l'unité. Donc c'est ça. Et donc, vous avez l'avatar de cette formule, qui vous dit que phi n, c'est égal au produit pour d divise n des x puissance d moins 1 à la puissance mu de n sur d. D'accord ? Donc si mu de n sur d est nul, on n'aura pas de x d moins 1 dans cette décomposition. Si mu de n sur d est positif et est égal à 1, ben ce sera au numérateur, et si c'est moins 1, ce sera au dénominateur. Parce que ça va être exprimé sous forme de fraction, même si ça c'est un polynôme. Voilà. Donc c'est sympathique. Et là, ce qui est intéressant, c'est de prendre le log, ici, en quelque sorte, un log de polynôme, pour avoir une somme, et de reconnaître, encore une fois, une convolution, mais sur... on regarde plus des fonctions de n dans C, mais des fonctions de n dans des fonctions. Bon, voilà. Et après, bon, de toute façon, c'est exactement pareil, dans des anneaux de fonctions. De toute façon, il suffit d'avoir un anneau au bout du compte, et on repasse à l'exponentielle et on retombe là-dessus. C'est exactement ça. Encore un endroit où la fonction mu se distingue,
c'est dans la théorie des corps, et particulièrement dans la théorie des corps finis. Donc soit K un corps de cardinal Q, je vais appeler grand IN l'ensemble des polynômes de K de X qui sont unitaires, irréductibles sur K et de degré n, d'accord, donc grand IN, et j'appelle iota n le cardinal de grand IN. Alors, eh bien, l'arithmétique va s'ingérer dans la théorie des corps. Par quel moyen, évidemment? Par le théorème de la base télescopique. En gros, vous avez ce polynôme x puissance qn moins x, qui est le polynôme qui est sein des simples sur fqn, dont les racines sont exactement tous les éléments de fqn. Et là, de la même manière ici qu'on a subdivisé les racines en polynômes, ben, on subdivise ces éléments en éléments dont le polynôme minimal, donc irréductible, est de degré d. Donc irréductible et bien sûr unitaire. Voilà une formule qui exprime juste ça avec le d divise n. Pourquoi le d divise n? Parce qu'on a le théorème de la base télescopique, et si on prend x une racine, dont le polynôme minimal va être de degré d, alors fq va être inclus dans fq de x, et comme x a été pris dans fqn, c'est inclus dans fqn, et le théorème de la base télescopique nous dit que ça va être un f, q, ben forcément d, puisque c'est là ici, puisqu'il contient fq, et ici, d divise n, parce qu'il est contenu dans fqn. C'est le théorème de la base télescopique, hein, parce qu'en exposant, ce qu'on voit, c'est exactement les dimensions et aussi les degrés des polynômes irréductibles. Voilà. Donc, cette formule que vous pouvez trouver dans les Francinu Gianella, Oro X, etc., ça fait un très joli développement, hein, là je vous le dis très, très rapidement, mais elle donne quoi? Eh bien, elle donne que, en prenant les degrés, que Qn, c'est égal à la somme de d divise n, de, eh ben, on va avoir ici des polynômes de degré d, donc on a d, mais combien on en a? On en a iota d, d'accord? Donc c'est la somme de d iota d. Voilà une jolie formule. Et maintenant, on reconnaît une formule de convolution, parce qu'on a 1 ici fois la fonction d iota d. Et 1, il est appliqué à n sur d, dans notre imaginaire, si on veut. Donc ça nous fait que mu, encore une fois, en tant que super-héros de l'inversion, en quelque sorte, eh bien, mu arrive et nous donne une formule d'inversion, et n iota n est égal à la somme de d divise n de mu de n sur d, q puissance d. Et on déduit de ça, bon, je vais rapidement, hein, j'en ai bien conscience, hein, que, en fait, le nombre de polynômes irréductibles, iota n, c'est équivalent quand q est grand, voilà, à q puissance n, d'accord, on va avoir le terme en q puissance n, puisqu'on aura mu de 1 est égal à 1, sur n. Voilà, c'est rigolo. Mais c'est pas fini, il y en a encore sous le capot. On continue donc avec les exploits de la fonction mu. Dans le lemme de Brouwer, dont j'ai fait une vidéo très récemment, on avait sigma, une permutation de Sn, et P sigma, sa matrice de permutation, donc dans GLN, de K, hein, encore K. Et on avait posé T indice K égale la trace de P sigma puissance K, qui est aussi P sigma puissance K. Voilà, la permutation sigma puissance K. Et cette trace, c'est finalement le nombre d'invariants de sigma puissance K. Et en bricolant un peu, on était tombé sur Tm, d'accord, est égal à la somme pour K divise M de K fois nu indice K de sigma. Alors, qu'est-ce que c'est que nu indice K de sigma? C'était le nombre de cycles de longueur K dans la décomposition en cycle disjoint, hein, de sigma. Voilà.
bon, vous pouvez regarder dans les détails. Je ne veux pas regarder ces détails dans cette vidéo. Je veux regarder comment mu apparaît, la divisibilité qui apparaît ici à cause de l'ordre d'un élément, parce que l'ordre d'un K-cycle, c'est K. Voilà, c'est ça l'idée. Et qu'un élément, et que un K-cycle à la puissance m, c'est l'identité dès que K divise m. Bon, voilà. Bref, je tombe sur cette formule et on en déduit que m nu m, donc encore une fois, on voit de la convolution et le 1 n'est pas loin, donc toujours ce 1 qu'on ne voit jamais mais qui est toujours caché partout, omniprésent, ce 1, ça va devenir parano. Ici, vous avez le 1 et ici, vous avez la fonction k nu k, donc ici, vous avez par formule d'inversion, m nu m de sigma évidemment est égal à la somme pour k divise m de tk mu mk. Et attention, si on est en caractéristique 0, donc on peut diviser par m, ça veut dire qu'on récupère les nu m de sigma, dont on sait qu'ils caractérisent la classe de conjugaison de sigma, en fonction des tk, qui, elles, ne dépend que de la classe de conjugaison de P sigma. Ce qui veut dire que P sigma prime et P sigma, s'ils sont conjugués, alors les sigma prime et sigma sont conjugués. C'est vraiment quelque chose d'assez joli. Et la fonction mu a son rôle à jouer là-dedans. Elle nous donne une formule explicite. Voilà. Alors ensuite, il y a ces sommes, donc il faut quand même introduire un petit peu la fonction de zeta de Riemann, mais d'abord, regardez, quand vous multipliez somme de n supérieur à 1 de f de n sur n puissance s, bon, s pour nous, ce sera, on va dire, un entier, on va être tranquille, ou alors un réel strictement supérieur à 1. Voilà. Donc, on multiplie ça par une fonction de la forme g de n sur... On multiplie cette série-là par cette série-là, eh bien, il se trouve qu'on va tomber... Alors, attention, ce qu'on veut, on demande que une des deux converge absolument pour pouvoir avoir une somme, en fait, globale qu'on puisse gérer avec associativité et commutativité comme on veut. Donc ça, c'est un théorème de produit de somme. Et ici, on va avoir une somme pour n supérieur à 1 de f étoile g de n sur n puissance s. En fait, c'est comme un produit de Cauchy, mais une version multiplicative du produit de Cauchy. Regardez pourquoi, parce que quand on va multiplier ça avec les conditions d'absolue convergence, eh bien on va avoir, ça va être égal à une somme pour nm, alors nm supérieur à 1, de f de n, g de m, on va dire, et ici on a n puissance s, m puissance s qu'on peut regrouper en nm puissance s. Et maintenant, on fait le changement de variable nm transformé en nm. Voilà, qui est un changement de variable parce que c'est bijectif. Entre quoi et quoi? Entre les éléments de n étoile carré et les éléments de n étoile carré avec lui, le n, lui qui divise les éléments d grand N avec d qui divise grand N. Voilà. Eh bien, ça va nous faire apparaître ici une somme. Alors ici, on va avoir grand N puissance S, d'accord? Et ici, on va avoir une somme de f de d, g de grand N sur d. Et donc, en regroupant, on va obtenir, comme pour les produits de Cauchy, mais cette fois-ci une convolution arithmétique. Voilà. Alors ça, c'est bien. On l'applique tout de suite. On a somme de mu de n sur n puissance s fois la somme de 1 sur n puissance s. Donc ça, c'est la fameuse fonction zeta. D'accord? Eh bien, ça va faire quoi? Avec cette formule, comme mu étoile 1, c'est le Dirac, c'est delta 1. Donc il y a juste 1 pour n égale 1, pour grand N égale 1. Et bien ça va être égal à 1. Il va y avoir qu'un seul terme non nul.
et on va avoir 1 sur 1 puissance s, donc ça va être 1. Ce qui veut dire que cette fonction-là, c'est l'inverse de zeta de s. Ça, c'est quand même magnifique. Voilà une grande responsabilité pour la petite fonction mu. Pareil, somme de phi de n sur ns fois la fonction de zeta. Et bien pareil, on va faire du phi étoile la fonction constante égale à 1. Et ça, on a vu que c'était l'identité. Donc l'identité, ici, va nous donner grand N sur n puissance s. Et on retrouve avec bonheur la fonction zeta de s-1. Ce qui veut dire que cette fonction, c'est zeta de s-1 divisé par zeta de s. Donc vous voyez ces corrélations qu'il peut y avoir dans les fonctions en arithmétique entre mu, phi et zeta. Mais maintenant, comment zeta arrive en arithmétique? Alors elle arrive par des tas de moyens, dont l'hypothèse de Riemann évidemment. Mais ça, c'est une vidéo que j'ai fait assez récemment. La probabilité pour que AB soit premier entre eux, dans un n, d'accord, ça va être une fonction de n, on montre assez facilement avec une formule du crible, hein, comme on a fait tout à l'heure avec la formule du crible, que c'est 1 sur n2, parce que là, il y a n2 éléments, et là, on va avoir mu de d, partie entière inférieure de n sur d au carré. Mais c'est pas difficile de montrer que c'est équivalent quand n est grand, disons qu'on peut enlever, en gros, la partie entière, ce qui est assez raisonnable, quand n est grand. Donc si on enlève la partie entière, ça veut dire que les n2 se simplifient ici, il reste une somme, donc c'est équivalent de d égale 1 à n de mu de d sur d2, et donc d'après ça, quand n va tendre vers l'infini, ben, ça tend vers ceci pour s égale 2. C'est-à-dire, ça c'est pi2 sur 6, et donc c'est l'inverse de pi2 sur 6, ça fait 6 sur pi2. Voilà. Voilà des choses vraiment que je trouve jolies. On m'a signalé, un follower m'a signalé, Mr. Like, si je me rappelle bien, m'a signalé que beaucoup de choses que j'ai dites ici se trouvaient dans le problème de centrale. J'ai vérifié, effectivement, c'est vrai. Vous avez le problème de centrale de 2020 en MP. Hein, donc, bon, vous allez chercher ce problème. Et donc, ça veut dire que ces choses-là s'adressent aussi à des gens de classe prépa. C'est ce que m'a dit Mr. Like, et je le remercie pour ça. Donc, voilà, je voulais vous montrer cette petite fonction mu, hein, dont le slogan pourrait être mini-mu, mais elle fait le maximum. C'est incroyable, ça coûte presque rien, et avec ça, on lave le sol, la vaisselle, les carreaux, et même les lainages. Génial, non? C'est dommage qu'il n'ait pas pensé à le faire plus petit. Mini-mire, mini-prix, mais il fait le maximum.